rapidement, je vais présenter AWS, qu'est-ce qu'on fait aussi dans la Web3, un état des lieux rapide de la Web3, blockchain, crypto, pourquoi je pense que la Web3 est inévitable, mais quels sont également les challenges pour avoir l'adoption de masse et onboarder les 1-2 milliards de personnes. Et enfin, quelques cas pratiques qui ont déjà été abordés, mais on va essayer d'apporter de nouveaux éléments et aussi de répondre à quelques questions qui ont été déjà posées d'un point de vue différent. Et pour les grosses entreprises avec lesquelles on collabore, comment on peut commencer votre journée Web3 ensemble? Je pense que tout le monde est plus ou moins familier avec AWS, Cloud Leader. Ce qui est important ici de noter, c'est qu'on a des innovations et des nouveaux produits et services toutes les 10 minutes, toutes les 13 minutes, y compris dans la blockchain et dans la Web3. Et ce qui m'amène justement à ce slide dont Hervé a parlé et Alexandre aussi. Qu'est-ce que la Web3? Je ne vais pas répéter. Le Web 1, read only, Web 2, read write, Web 3, read write own. Je vais rajouter quand même un point important pour la Web 3, c'est vérifier, verify. Hervé, tu en as parlé. Mais je pense que justement la nature de immutabilité, de transparence et de database partagée fait que justement on peut vérifier dans un monde aujourd'hui où justement on se demande de plus en plus qu'est-ce qui est vrai du faux. Là justement on peut apporter cette réponse. Pour revenir aux bases, le Web3 est possible grâce à la blockchain, donc l'infrastructure blockchain. D'accord ? La blockchain, c'est avant tout une base de données. Et c'est ça vraiment la base de la blockchain. On parle beaucoup de NFT, de crypto. Bitcoin, c'est avant tout une base de données. Ethereum, c'est une base de données. Et c'est grâce à ces bases de données partagées, immutables et transparentes qu'on peut justement apporter cette ownership et cette vérifiabilité. Amazon, on a une présence et des activités Web3 depuis 2017. Donc ça fait 6 ans qu'on build et qu'on travaille justement avec les partenaires et les échanges. Il y a bien une raison pour laquelle les échanges, pratiquement tous les échanges de crypto sont sur Amazon et AWS. C'est parce que justement on les accompagne depuis le début. Qu'est-ce qu'on fait? On a une équipe globale, on a des programmes, des produits et services en interne avec une roadmap. Comment Amazon et AWS, on veut offrir ce genre de produits Web3 au monde entier. Et justement, quels sont nos types de partenaires et nos clients. On parle vraiment aux startups, aux deux personnes, deux gamins qui sont dans leur garage et qui build l'unicorne de demain, aux plus grands groupes type Nike, Starbucks, Adidas, etc. Tous segments confondus. Donc les wallets, les protocoles, les crypto exchanges, les market makers, les data providers et aussi les grands groupes plus traditionnels et d'un point de vue global. Le dernier point, c'est si vous êtes une start-up ou si vous investissez dans la Web3, on a aussi des programmes dédiés où on met en relation pour tout ce qui est investissement, fundraising, etc. entre pre-seed, seed, série A et série B. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait dans la Web3? C'est vraiment aller au-delà de l'infrastructure et essayer de vous aider dans tout ce qui est business development, go-to-market, visibilité, fundraising, etc. Allons sur la partie un peu plus intéressante. Le Web3 vu par le grand public et surtout par ma famille, c'est des prix instables. Oui, c'est vrai que nous sommes passés d'un marché de 3 trillions à 1 trillion en quelques semaines avec tout ce qui s'est passé l'année dernière. En revanche, ça c'est sur le court terme. Si on regarde sur le long terme, depuis 2, 5 ans ou 10 ans, le Bitcoin a surperformé l'ensemble des assets, que ce soit l'or, les bonds ou les equities. C'est un monde de scammers. C'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, FTX, Three Arrows, Celsius, BlockFi, on peut se poser des questions. Des milliards de fonds ont été volés et disparus. Pour autant, est-ce que ça implique toute l'industrie? Non. Quand Bernard Madoff vole aussi 10 milliards, on ne dit pas que toute la finance est corrompue. Quand Theranos et sa fondatrice est en prison aujourd'hui, on ne dit pas que toute l'industrie de la recherche est corrompue et sont des scams. Donc c'est très important de voir qu'il y a toujours des acteurs qui sont greedy, mais ça ne doit pas impacter toute l'industrie. Et enfin, tout ce qui est hacking. L'année dernière, 3,8 milliards de fonds ont été hackés. Ça représente à peu près 5%. Donc ça, 3,8 milliards sur le Web 3, ça représente à peu près 5% de l'ensemble des fonds qui sont volés chaque année sur le Web 2.
Donc, alors, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça veut juste dire que ça fait peut-être partie des industries. Et malgré cette année 2022 qui a été peut-être une des pires en termes de marketing et d'événements, c'est une année record, entre 35 et 40 milliards de fundraise, plus 22% par rapport à 2021. En termes d'employés, de développeurs, ça continue de grimper malgré les prix qui descendent. Et en termes aussi du point de vue du grand public, les recherches Google sur le Web 2 ont explosé de 1000%. En termes de funding, juste pour un petit point, depuis 2023, alors on est déjà à la moitié de l'année, on s'achemine vers un record, mais dans l'autre sens, malheureusement, avec probablement Q1, Q2 qui sont au plus bas depuis 2020, avec trois tendances particulières. Les fonds investissent de plus en plus tôt, donc les pre-seed, seed dominent l'ensemble des fundraise. Les tickets, de manière assez mécanique, sont de plus en plus petits par rapport à ce qu'on a vu les années précédentes. Et autant les années précédentes, on voyait beaucoup d'investissements dans tout ce qui est finance décentralisée ou les exchanges. Aujourd'hui, les investissements se font de plus en plus sur tout ce qui est infrastructure et services. Donc infrastructure, on en a parlé, et services, tout ce qui est UX, UI, onboarding. Et c'est vraiment là où les VC mettent le plus de l'accent. Ça, c'est pour la partie quantitative. Sur la partie qualitative, pour parler à l'ensemble des Web3 VC, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils ont les fonds, ils ont comme on dit, le dry powder qui sont prêts à déployer, mais pour des raisons parfois de communication, de marketing, ils sont obligés d'attendre. Alors, il y a 3 mois, ils nous disaient Q4 2023. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on entend plus Q1, Q2 2024 pour voir une vraie relance du fundraising. Je ne vais pas m'attarder sur ce slide parce que ça a été déjà pas mal évoqué par Alexandre. L'ensemble des corporates se lancent dans tout ce qui est NFT sales, que ce soit les corporates traditionnels, les Nike, Dolce Gabbana, Times, Web 2.5 et Web 2.5 dans tout ce qui est tech et aussi culture. Mais ça, je pense que ça a été déjà pas mal couvert dans les deux slides, dans les deux présentations précédentes. Pourquoi on pense que la Web3 est inévitable et pourquoi on pense que la Web3 ne va pas se faire seule également? Le triangle d'or de l'adoption Web3, 1, d'un point de vue philosophique, 2, d'un point de vue économique, et 3, pourquoi c'est le timing soi-disant parfait d'un point de vue product market fit. Sur tout ce qui est philosophique. Donc là encore, je ne vais pas m'attarder trop longtemps parce qu'on en a déjà parlé, mais tout ce qui est ownership, donc on passe de consommateur à acteur et propriétaire. Si on fait une analogie avec le monde physique, quand vous achetez un appartement à Paris, tout d'un coup, vous êtes propriétaire d'un appartement et vous vous inquiétez et vous vous impliquez dans la communauté de la ville. Vous voulez que la ville soit propre, qu'elle soit prospère d'un point de vue économique, vous créez une sorte de communauté autour de vous. Là, c'est pareil dans le monde Web3. Lorsque vous achetez un land ou une propriété dans le sandbox ou dans la métaverse, tout d'un coup, vous n'êtes pas seulement consommateur, mais vous voulez que l'ensemble de l'écosystème, sandbox, communauté, prix, économie, soit prospère. Et du coup, ça crée vraiment un écosystème beaucoup plus sain, je dirais, d'un point de vue ownership. Le deuxième point, c'est la transparence. Aujourd'hui, les acteurs Web 2, dont nous faisons partie, ont la propriété de vos données numériques, mais qui sait aujourd'hui ici la valeur de vos données numériques? Personne. Et encore une fois, si je fais une analogie avec le monde physique, mes ancêtres japonais fermiers, lorsqu'ils faisaient leur riz, ils n'avaient aucune idée de savoir quelle est la valeur exacte de leur riz lorsqu'ils vendaient ça ou lorsqu'ils donnaient ça au roi. Là, à l'empereur en l'occurrence au Japon. Là, c'est pareil. Comment vous pouvez monétiser et comment vous pouvez connaître la valeur de vos données, de ce que vous faites sur Instagram, sur Twitter et sur l'ensemble du Web 2. Vous ne pouvez pas. Là, aujourd'hui, grâce à la transparence de la blockchain, vous saurez et vous aurez accès justement à telles données vos temps parce que la blockchain permet cela à travers la transparence. Et du coup, ça ouvre de nouvelles portes. Le troisième point, décentralisation.
d'un point de vue gouvernance, ça a aussi un impact assez important dans le sens où tout ce qui est aujourd'hui centralisé, les acteurs centralisés ont fait un travail extraordinaire pour faire grossir l'ensemble de l'économie et de l'écosystème. En revanche, sûrement, il y a de la place pour un monde un peu plus décentralisé et un contre-pouvoir. L'objectif, c'est pas de dire il faut être 100% décentralisé et on veut détruire le Web 2 et les acteurs traditionnels. L'objectif, c'est vraiment de dire apportons un peu plus de contre-pouvoir et une autre vision avec une gouvernance différente, avec une autre manière de voter, pourquoi pas, une autre manière d'être shareholder. Et c'est là vraiment où le côté décentralisation est intéressant. Nouveau business model, grâce justement à la blockchain et tout ce qui est smart contracts. Donc on pourra, si jamais il y a des questions, aborder un peu plus en détail tout ce qui est smart contract. Mais on enlève tout ce qui est intermédiaire et ce qui nous permet d'être directement en contact avec le consommateur car il est propriétaire de ces données, il est propriétaire des NFT, il est propriétaire lui-même des tokens. Et du coup, ça crée tout un monde autosuffisant. Juste pour donner un exemple, on parle beaucoup de gaming. Alexandre disait tout à l'heure que le marché du gaming est plus gros que le marché des films. Je rajouterais même que le marché du gaming est à 250 milliards aujourd'hui. C'est plus gros que les films et la musique combinés. Donc, quand on met ça avec le deuxième data point qui est de dire qu'aujourd'hui, le gaming Web 2, c'est des plateformes de distribution qui, au lieu de redistribuer les valeurs et les revenus générés par les joueurs, récupèrent jusqu'à 70% et gardent jusqu'à 70% des revenus et de la valeur créée pour eux-mêmes. Si ces 70% sont redistribués à travers l'écosystème et les joueurs, tout d'un coup, on n'est pas obligé de faire des jeux à 1 milliard avec des millions de joueurs et d'utilisateurs. On peut créer des jeux justement beaucoup plus petits, avec un écosystème beaucoup plus, je dirais, sain, avec une dizaine de milliers de joueurs. Et tout ce qui est network effect, pour faire encore une fois le parallèle avec le monde physique, vous avez vos chemises ou vos costumes. Qu'est-ce que ça ouvre le fait de pouvoir être propriétaire de son costume, ça ouvre tout un tas de, je dirais, de business models et de network effect dans le monde physique. Il y a des magasins qui se créent, il y a tout ce qui est fashion, magazine, il y a les tailors, etc., etc. Lorsque vous devenez propriétaire de votre NFT, c'est la même chose. Vous pouvez les prêter, vous pouvez les vendre, vous pouvez créer des communautés, vous pouvez avoir accès à un certain nombre de utilities qui sont uniquement accessibles grâce à la propriété de la NFT. Donc ça ouvre vraiment une myriade de portes pour tout un tas de business B2C modèles. Et pourquoi le product market fit, on pense aussi que c'est intéressant. La situation macroéconomique n'est pas au plus beau en ce moment, et du coup, la mentalité des gens, je dirais, ou des consommateurs change. On passe de consommateur à, je dirais, plus acteur et plus conscient de ce qui se passe. Et du coup, cette propriété d'ownership apporte une vraie valeur ajoutée et une vraie, je dirais, vision philosophique presque pour les consommateurs, pour les utilisateurs. Une nouvelle génération. Aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui montrent que la nouvelle génération a plus conscience et se soucie plus de sa e-réputation en ligne que sa réputation physique. Ça, c'est un. Ensuite, deux, l'interaction avec l'ensemble de leurs amis, que ce soit amis et dans un cadre privé et dans un cadre professionnel, se fait plus à travers Internet et les réseaux qu'en physique. Donc il y a tout un shift de génération. Et en termes de traction, tout ce qui s'est passé avec les cryptos, avec les corporates qui rentrent dans ce milieu-là, sont aussi un signe que les choses se passent. Les grands challenges d'aujourd'hui, on en a parlé, tout ce qui est sécurité et custody. Où est-ce qu'aujourd'hui, c'est très beau de dire j'ai mon NFT, j'ai mon Bitcoin, j'ai mon Ethereum, mais comment je peux être sûr que ça soit sécure, sachant qu'il y a 3,8 milliards qui se fait hacker de manière chaque année. Donc ça, c'est un gros sujet. Régulation, c'est à la fois un challenge et une opportunité pour l'Europe. En ce moment, la SEC aux États-Unis est assez agressive
pour tout ce qui est crypto. Ils viennent de lancer des lawsuits sur Binance, sur Coinbase. Et dans le même temps, en Europe, on a MiCA, qui est peut-être un des frameworks de régulation les plus complets sur la crypto et sur la Web3, qui vient d'être mis en place. Et du coup, on voit, nous, en parlant à des acteurs américains, ou en tout cas qui sont implantés aux États-Unis, de plus en plus qui se disent qu'ils veulent venir en Europe, ou en Asie. Parce qu'il faut aussi voir en termes, si je suis pour être 100% complet, en termes global, Hong Kong, Singapour et le Japon sont peut-être parmi les plus avancés en termes de régulation. Et enfin, tout ce qui est onboarding, donc on en a déjà parlé, tout ce qui est UX, UI, expérience utilisateur, l'interface, et éduquer évidemment, moi, ma famille, quand je leur dis d'ouvrir un MetaMask, ils pensent que je fais une deuxième crise d'adolescence. Donc c'est primordial. On va essayer d'aller assez vite sur les use cases parce que là aussi, ça a déjà été pas mal discuté, mais tout ce qui est paiement en crypto-monnaie, des milliers et des milliers de business aujourd'hui acceptent des paiements en crypto-monnaie, que ça soit d'un point de vue retail, avec ces acteurs-là, dans les milieux tech, médias, entertainment, et également dans l'industrie plus lourde avec Emirates, Tesla. Et une étude Deloitte l'année dernière a montré que 75%, donc 3/4 des entreprises retail pensent accepter des paiements en crypto-monnaie dans les 2 ans à venir. C'est pas rien et ça amène à la question crypto-monnaie oui, mais laquelle? Est-ce qu'on veut accepter du Bitcoin qui est fluctuant? Est-ce qu'on veut accepter du stablecoin qui est pegged, qui est directement lié à une monnaie fiat, donc USD ou euro? Ou est-ce qu'on veut accepter peut-être tout ce qui est CBDC? Donc CBDC, c'est des initiatives soit gouvernementales, soit de la part des banques centrales, qui veulent créer leur crypto-monnaie. Et en termes de CBDC, donc projet d'un point de vue gouvernemental ou banque centrale, je pense que parfois, une carte parle plus que certains mots. Ça, c'est l'ensemble des projets CBDC qui existent et qui sont lancés dans le monde. Il y en a 11 qui sont déjà lancés, 18 en pilote, 32 en développement, etc. Un petit chiffre pour la Chine, par exemple, qui est toujours sur un pilote, mais d'un point de vue chiffres et économie chinoise, apparemment, selon le gouvernement chinois, et je veux retrouver le chiffre exact, il y aurait déjà 5 milliards d'équivalents USD en digital yuan qui ont été payés dans les marchands chinois et plus de 1,5 million de marchands qui acceptent le digital yuan. À prendre avec des pincettes, mais si le gouvernement chinois communique là-dessus, c'est qu'il y a une raison. Pour être 100% complet, il y a même 2 pays qui ont fait du Bitcoin leur monnaie officielle. El Salvador, donc le Salvador et la République d'Afrique centrale. Aujourd'hui, le Bitcoin est la monnaie officielle de ces 2 pays-là. On va aller assez rapidement sur les use cases financiers. La chose qui est intéressante de voir ici, c'est qu'on parle souvent de TradFi contre DeFi. En réalité, il y a aussi un milieu, c'est tout ce qui est CeFi, qui est le bridge, je dirais, entre la finance traditionnelle et la finance complètement décentralisée. On pourra, si jamais il y a des questions, en parler plus en profondeur. Tout ce qui est custody, je pense qu'Alexandre en a pas mal parlé. Le message ici, c'est que ce n'est pas seulement les acteurs crypto et Web3 natifs qui se lancent dessus, mais c'est aussi des acteurs traditionnels, type Nasdaq, type Itaú, qui est la plus grande banque privée au Brésil, qui lancent leur propre solution de custody, non seulement en custody, mais en plus de trading, justement, sur tout ce qui est cryptocurrency, etc. Donc, ce n'est pas uniquement nous, notre petit écosystème qui est là-dessus, c'est aussi des acteurs plus traditionnels. Un use case qui a été abordé également, c'est tout ce qui est tokenisation, donc Real World Assets. Aujourd'hui, il y a déjà des use cases existants. UBS, Siemens, EDF à travers BNP ont lancé leurs bonds sur la blockchain tokenisée.
Et il y avait une question tout à l'heure, pourquoi on pense que le marché des cryptos ou des tokens va être à 20 milliards, 30 milliards. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est une étude de Northern Trust et HSBC qui a estimé que d'ici 2030, 10%, jusqu'à 10% de l'ensemble des assets au monde seront tokenisés. Et ça représente entre 20 et 30 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que demain, pardon, quand ces assets seront tokenisés, vous pourrez acheter une montre de luxe, un appartement ou un bout d'appartement, un bout de montre de luxe, peut-être une part d'un club de foot, une part d'un concert, grâce à la tokenisation. Parce que la tokenisation, justement, ça permet de fractionnaliser une entité. Une montre de luxe, on la décline en 100 tokens, 1000 tokens, et on peut commencer à investir à partir d'1 euro. Du coup, ça augmente la démocratisation, ça permet la démocratisation justement de l'investissement, où on n'est pas obligé d'être un millionnaire pour pouvoir commencer à investir de sa propre poche. Les bénéfices, ça a déjà été évoqué précédemment, et les gros challenges également, tout ce qui est régulation, sécurité, liquidité, et un point qui est souvent oublié, c'est l'éducation. Aujourd'hui, c'est bien beau de dire qu'on va tokeniser et fractionnaliser une montre de luxe ou un appartement, mais bon, si je ne sais pas quelle est la valeur, comment le traiter et comment avoir accès justement à ces tokens, ça ne va pas faire avancer les choses et ça ne va pas onboarder les 1 ou 2 milliards de personnes. Donc l'éducation reste primordiale. Starbucks Odyssey, je vais passer très rapidement parce que ça a été évoqué lors des deux précédentes discussions. Pareil pour Ticketmaster. Le gros point ici, c'est qu'en tant que Web3 AWS, chaque semaine, nous avons des discussions en Europe, en Asie et aux US avec les plus grands groupes de ce monde, Nike, Starbucks, Adidas, etc., qui veulent presque tous se lancer dans le Web3 à travers un prisme, c'est le NFT et les programmes de loyauté. Quand on réfléchit aux programmes de loyauté existants et traditionnels, ils n'ont pas évolué depuis 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, la plupart des grandes marques veulent se lancer dans les NFT par rapport à la loyalty programme parce qu'ils ont peur justement d'être dépassés par cette Web3, ces communautés Web3 et de ne pas comprendre justement comment cela fonctionne. D'un point de vue traditionnel, lorsqu'on fait un email pour relancer les gens, si on a 2% des gens qui reviennent vers nous d'un point de vue dans les programmes de loyauté traditionnels, on est content. Grâce au NFT et à l'ownership et à tout ce que ça implique et à tout ce que ça offre justement avant, pendant et après, là c'est le contraire. C'est les gens qui viennent vers nous et viennent vers les marques pour demander plus d'utilité, plus de NFT et plus d'engagement. Donc on renverse la table de ce côté-là. Le shopping et tout ce qui est entertainment dans le métaverse, c'est, comme ça a été dit précédemment, très mainstream. Deux datas qui sont intéressantes. Dans Accenture, l'année dernière, en Q4, a montré que 30% des gens faisaient déjà du shopping dans tout ce qui est metaverse ou virtuel. Et 2/3 justement des retail pensent faire justement une expérience virtuelle ou métaverse pour leurs utilisateurs. Et Gartner a dit que il y avait 400 millions d'utilisateurs par jour sur la métaverse. Alors, métaverse, ça comprend pas uniquement Web3, mais également un peu plus le côté Web2 avec Roblox, avec Fortnite, etc. Mais ça veut dire qu'il y a une vraie traction de ce côté-là. Et ils estiment que d'ici 2026, un quart des gens passeront plus d'1 heure par jour sur le métaverse, le vrai métaverse. Gaming, on en a déjà parlé, donc je vais aller assez vite. Là, pareil, l'idée, c'est pas de dire qu'on va être tous 100% décentralisés pour tout ce qui est gaming, avec tout sur la blockchain, mais c'est tout un spectrum, je dirais. On peut uniquement mettre quelques NFT, quelques skins, collectibles sur la blockchain, tout en gardant un jeu sur les plateformes Web2 traditionnelles. Parce qu'aujourd'hui, une des plus grosses barrières à l'adoption de masse dans le Web3 gaming, c'est parce que justement la technologie blockchain n'est pas encore 100% scalable et du coup la qualité des jeux laisse à désirer.
D'autres use cases, tout ce qui est supply chain, healthcare, on en a déjà parlé, c'est vraiment cette philosophie de database qui est partagée, immutable et transparente, et qui permet justement à tous les acteurs d'avoir accès au même moment à une database qui est non, je dirais, qu'on ne peut pas challenger. Et donc c'est ça vraiment un des use cases premiers de la blockchain. Encore une fois, je le répète, Bitcoin, ce n'est pas un token. Avant tout, c'est une blockchain, c'est une database. Pareil pour Ethereum. Et comment commencer votre journée Web3 en tant que grand groupe si vous n'y êtes pas encore c'est vraiment tout un network et des étapes à respecter. Je vais aller assez rapidement, mais je sais qu'il y avait un cabinet d'avocats avant. Être sûr qu'en termes de juridiction et de régulation, on est bien au point. Faire appel à un cabinet de conseil pour un POC, d'un point de vue opérationnel, comment s'y lancer. Ensuite, il y a tout un travail de technique, faire appel à des intégrateurs techniques externes ou en marque blanche, si jamais on n'a pas les solutions en interne. Et évidemment, la partie audit est primordiale avec tout ce qui est sécurité, être sûr qu'on est bien compliant et apporter aussi, je dirais, cette marque de confiance à nos partenaires. Deux éléments importants, évidemment, à ne pas négliger, toujours le choix de la blockchain. Soit vous avez les compétences en interne, vous avez les connaissances, ou vous avez des relations directement avec ces blockchains justement qui vous permettent d'aller sur telle ou telle blockchain, soit vous faites appel à ces cabinets d'avocats, ces cabinets de conseil qui travaillent, spécialisés, qui travaillent déjà avec la blockchain, et évidemment faire appel à AWS pour toute la partie cloud.